Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une super semaine et que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire de dingue qui s'est justement déroulée chez nous, en France. Aujourd'hui, nous allons parler de loup-garou, enfin plutôt de lycanthropie, car un homme a bien été jugé en tant que tel il y a déjà de cela pas mal d'années. En effet, il avait été arrêté après avoir dévoré plusieurs enfants du voisinage. Âme sensible, s'abstenir. J'avais découvert cette histoire il y a déjà quelques temps et c'est un honneur de pouvoir enfin vous la raconter. Tout de suite, le générique. Le loup-garou fait partie de notre culture depuis la mythologie grecque, où le roi d'Arcadie Lycaon avait été changé en loup pour avoir osé servir de la viande humaine à un banquet. On n'ira pas manger chez lui. Le tout premier film de loup-garou est sorti en 1913. Il s'appelle Werewolf et c'est un film américain-canadien. Et depuis, c'est pas les films qui manquent avec cette créature. Je vous ai donc réalisé un petit top 5 des meilleurs films de loup-garou selon moi. En 5e position, je mettrai l'excellent Teddy de 2020. Il est drôle, dramatique et intéressant. Ce film de loup-garou français mérite sa place dans ce classement, surtout pour le jeu d'acteur des deux jeunes protagonistes. Le jeune Teddy, un marginal de 19 ans très tôt déscolarisé, a grandi dans un village paumé des Pyrénées. Une nuit de pleine lune, le jeune homme se fait mordre par une bête mystérieuse et commence alors à subir des changements effrayants. En 4e place, je mettrai l'excellent Wolf de 1994. Pourquoi ? Parce qu'il y a Jack Nicholson en loup-garou et que c'est très convaincant. Il y a aussi également Michelle Pfeiffer et elle est sublime comme d'habitude. Une histoire d'amour presque normale. Une nuit de pleine lune, Will Randall, un éditeur new-yorkais, est mordu par un loup. Préoccupé par les difficultés professionnelles, il ne prête pas attention aux changements qui s'opèrent en lui. Il ignore que cet incident va changer le cours de sa vie. Pour la 3e place, j'ai choisi Le Loup-garou de Paris de 1997. Je l'avoue, c'est mon plaisir coupable et le film de mon adolescence que j'avais pu louer en vidéoclub. La belle époque. Les acteurs sont top et la scène de la Tour Eiffel est restée gravée dans ma mémoire. À Paris, un touriste américain rencontre une jeune femme étrange qui a de très lourds secrets. J'avoue que pour les deux derniers du classement, franchement, mon cœur balance, j'aime autant l'un que l'autre. Donc on va partir déjà sur Hurlement de 1981. Dante signe un film de loup-garou différent des autres et les effets spéciaux sont splendides et de grande qualité. Une série de meurtres effroyables terrorise la population de Los Angeles. Une jeune journaliste de télévision mène sa propre enquête. Et pour terminer ce classement, Le Loup-garou de Londres de 1981. Décidément, c'était l'année du loup-garou. Un mélange entre horreur, humour british et histoire d'amour compliquée. Ce petit bijou fait toujours son effet, même à notre époque. Une nuit, malgré les recommandations des habitants de la région, ils se promènent sur les Landes et sont attaqués par un loup-garou. Évidemment, il y a encore énormément de films de loup-garou, donc n'hésitez surtout pas à m'en conseiller dans les commentaires, parce que j'adore les films d'horreur. On a assez parlé de cinéma, maintenant, place au drame. Pour débuter cette histoire, il va falloir commencer par remonter le temps pour arriver en 1573. La France se remet tout juste du massacre de la Saint-Barthélemy survenu l'année précédente, où plus de 3000 protestants furent attirés puis massacrés à Paris lors d'un mariage. À cette époque, les guerres de religion sont très présentes et le peuple vit pour la plupart avec très peu de moyens. Ils doivent continuellement se battre pour un peu de nourriture ou bien tout simplement pour survenir aux besoins de leur famille. Nous sommes également en plein dans les années des chasses aux sorcières. Entre 1430 et 1630, le continent européen a connu plus de 110 000 procès en sorcellerie, dont 48% se sont soldés par une condamnation à mort. Comme quoi, malgré les temps actuels, on n'est peut-être pas si mal.
Donc cette histoire se passe non loin de Dole, dans une petite commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement, la population atteint les 23 300 habitants, mais il ne fait nul doute qu'en 1573, ils étaient beaucoup moins nombreux. Cette commune est entourée de grands bois isolés, où il ne valait mieux pas s'y aventurer seul, sous peine de ne jamais en ressortir. En une très belle après-midi d'automne, une petite fille âgée d'une dizaine d'années décide de partir jouer seule près d'une vigne, non loin de sa maison. Malheureusement, elle ne rentrera jamais chez elle. On raconte alors qu'elle a été étranglée, puis traînée jusqu'au bois de la Serre. Quand le cadavre de la fillette fut retrouvé, des morceaux de chair avaient été arrachés au ventre, mais aussi à la cuisse. Quelques jours seulement après la fête de la Toussaint de la même année, c'est une autre fillette qui est retrouvée attaquée, non loin de là, dans le pré de la Ruppe. 3 témoins, alertés par les cris de l'enfant, viennent à sa rescousse. Ils racontent alors avoir vu une créature monstrueuse la déchiqueter. Malheureusement meurtrie de 5 plaies, elle finira tout de même par décéder à la suite de ses blessures quelques heures plus tard. Après déjà 2 attaques fatales en seulement quelques jours, la panique gagne du terrain et commence à atteindre tous les villages voisins. Les témoignages sur cette créature gigantesque vont de bouche à oreille, aussi bien que les petites filles ne veulent plus sortir de chez elles. Malgré les recherches entamées pour mettre fin à cette série de crimes, un petit garçon âgé de 10 ans sera lui aussi retrouvé mort non loin d'une vigne. Non seulement le cadavre du petit garçon a été retrouvé non loin de l'endroit où on a retrouvé ceux des fillettes, mais le mode opératoire est le même. Il a été étranglé, puis dévoré au niveau du ventre et des cuisses. Et c'est pas tout, une de ses jambes a également disparu, un véritable massacre, j'ose même pas imaginer les parents. Mais cette fois-ci, des villageois assisteront à la fin de l'attaque. Et pour eux, il ne fait aucun doute que le coupable est bien un homme et qu'il s'appelle Gilles Garnier. Originaire de Lyon, il s'était installé depuis peu avec sa femme et ses enfants dans une maison abandonnée en pleine forêt de serre, non loin du village de Dole. Il est décrit comme un homme peu avenant, le teint blafard et le visage creusé. Possédant également une barbe grise, des yeux clairs et une paire de sourcils bien touffus. Autant vous dire que pour les villageois du coin, il inspirait guère la confiance. Poussé par la misère, il avait pris pour habitude d'arpenter les environs à la recherche de gibier pour survenir aux besoins de sa famille. Lors de son procès, il racontera avoir rencontré un soir un homme à l'air fantomatique parcourir cette forêt. Il lui prétendit alors qu'il pouvait lui enseigner l'art de se métamorphoser, soit en lion, en léopard ou en loup. Forcément, c'est plus facile pour la chasse. Garnier choisit alors le loup, étant l'animal le plus commun dans ces contrées. Puis c'est donc à partir de ce moment-là qu'il décida de s'attaquer aux enfants. Il racontera avoir également rapporté la jambe du petit garçon pour pouvoir nourrir ses propres enfants. Ce récit ressemble étrangement au procès de sorcellerie de l'époque et des aveux obtenus sous la torture. Bien sûr, il fut également soupçonné de plein d'autres cas de disparition dans la région. C'est donc le 18 janvier 1574 qu'il fut exécuté sur la place publique, brûlé vif, avec une extrême sévérité d'après les témoins. Comme si le fait d'être brûlé vif n'était déjà pas assez sévère. Que sont devenus sa femme et ses enfants? On ne le sait pas. Le mystère reste entier. Pensait-il vraiment être un loup lors de ces attaques? Plusieurs témoins racontent avoir vu une créature terrifiante, mi-homme, mi-bête.
alors que d'autres ont directement reconnu ce monstre comme étant Gilles Garnier, je pense qu'on ne connaîtra vraiment jamais toute la vérité dans cette affaire. Était-il vraiment l'assassin? Ou bien était-il le coupable parfait pour couvrir les actes de quelqu'un d'autre? Beaucoup de villageois à cette époque souffraient de la famine, seulement lui vivait isolé. Toujours est-il que lors des fouilles conduites à l'intérieur de sa maison, aucune trace d'anthropophagie n'a été découverte, hormis quelques restes de bœuf, de moutons et de porcs. Plusieurs personnes avaient pourtant signalé la présence de loups de taille colossale à cette époque. Gilles présentait tous les critères du parfait coupable en étant retiré de la société. De plus, il ne vivait qu'à quelques kilomètres de tous ces crimes, enfin tous, sauf un. Car l'un des petits garçons a été retrouvé à plus de 60 km de sa demeure. Il était donc impossible pour un homme normal de parcourir autant de kilomètres en une seule nuit. Surtout qu'il ne possédait aucun cheval pour pouvoir se déplacer. De toute façon, il était déjà trop tard pour lui, car dans l'imaginaire collectif, ce dernier avait pactisé avec le diable. Et par la suite, malgré son décès, de nombreuses attaques de loups ont été signalées dans la région. Alors selon vous, Gilles Garnier était-il vraiment coupable? Pensez-vous qu'il est vraiment possible pour un homme de se métamorphoser en animal? Toujours est-il que j'ai bien hâte de découvrir ce que vous en avez pensé. Dans les années qui ont suivi, bien d'autres affaires de lycanthropie ont vu le jour, comme en 1584 où toute une famille a été jugée pour des faits similaires, puis brûlée sur la place publique. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une future vidéo, enfin si toutefois celle-ci vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le petit like s'il vous plaît. Vous pouvez également partager la vidéo ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci pour votre soutien et je vous retrouve très vite.